Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire du XXe siècle. Déjà paru. Lucien Murat, Carnet de guerre et correspondance 1914 à 1918. Document présenté et annoté par Françoise Figus, 2012. Zisla BelliatmorgensZtern, La photographie Pithiviers 1941. La mémoire de mon père 2012. Serge Boucher de Farin de l'Ain au Danube. Témoignage de vétérans de la Première Armée française 1944 à 1945, 2012. Gabriel Balic, Saison de guerre, note d'un combattant de la Grande Guerre 2012. Jean Duclos, note de campagne 1914 à 1916 suivie d'un épilogue 1917 à 1925 et commenté par son fils, Louis-Jean Duclos collectif Artois 1914-1915, 2012. Odette Abadi, Terre de détresse. Birkenau, Bergen-Belsen, nouvelle édition 2012. Sylvie Douche, correspondance inédite à des musiciens français. 1914 à 1918, 2012. Michel Ribonne, Jour de colère 2012. François Marquis, Pour un pays d'orangers, Algérie 1959 à 2012, 2012. Jacques Rongier, Ma campagne d'Algérie tome 1 et 2, 2012. Michel Feldman, Le carnet noir 2012. Jean-Pierre Côme, Algérie, Souvenirs d'ombre et de lumière 2012. Claude Soubest, Une saison au Tchad 2012. Paul Ollier, Algérie mon amour 2012. Anita Nandriscudla, 20 ans en Sibérie. Souvenirs d'une vie 2011. Gilbert Barbier, Souvenirs d'Allemagne, Journal d'un STO, 2011. Alexandre Nicolas, Sous le casque de l'armée, 2011. Ouvrage du même auteur. L'assassin de la salle 7, préface CH. Exbraya, PU. Paris, 1972, épuisé. Réalisme de l'image féminine paléolithique, préface H. Delporte, CNRS, Paris, 1993, épuisé. Réalisme de l'image masculine paléolithique, préface Y. Coppens, Jérôme Millon, Grenoble, 1996. Secret de cuisine de Mamie Germaine, préface Y. Coppens, Atlantica éditeur 2006. Parcours en Sahel et Sahara, Ibou Katramenta 2012. Le rescapé du Ténéré, roman saharien, L'Harmattan 2013. La soumission des Touaregs de la Hagar, L'Harmattan, collection Racines du présent, paru en avril 2013. Fernand Ravin, Une vocation saharienne, L'Harmattan, collection Racines du présent, apparaître 2013. En collaboration. Directeur de publication des hommages Jean Gossen, Ariège Préhistoire, Foix 2004. Avec Fr. Soleil-Yavou, Érotisme et sexualité dans l'art rupestre saharien, L'Harmattan, apparaître. Avec B. et G. Deluc, L'origine du monde, l'image génitale féminine au Paléolithique supérieur en France, préface Y. Coppens, ERAUL, Liège, apparaître 2013. Préambule. J'ai réuni sous un titre commun 2 documents provenant d'auteurs différents. Le premier est un récit rédigé peu après la fin de la guerre, et qui couvre la période allant de septembre 1939 à juin 1940. Le second est un témoignage écrit au jour le jour sur un carnet, de juin à novembre 1940. Les 2 textes se complètent et tirent leur intérêt qu'ils proviennent de 2 civils mobilisés dans le même bataillon du 344e régiment d'infanterie, commandé par le capitaine Marcel Ligier. L'auteur du premier récit, gardé dans les archives de la famille Ligier par Michel, est un médecin anonyme. Il l'avait confié en 1946 à Marcel Ligier en vue d'une publication qui n'eut pas lieu. Il se peut que Ligier ait collaboré à la rédaction du texte, car la chemise le contenant porte mention de l'auteur, Ligier. Mais certains faits racontés sont bien les témoignages d'un médecin. Le second texte est de mon père, l'adjudant Roger Duhard. Comme lors de son temps de goumier au Maroc en 1922, il s'était engagé pour 4 ans en juillet 1918. Il a tenu un carnet de guerre et de captivité reproduit ici. Ils furent tous les 3 faits prisonniers en juin 1940 et firent l'expérience pour les uns, de l'Oflag XVIIA et pour l'autre, du Stalag XVIIA, ces 2 camps situés près de Vienne en Autriche.
Ce n'est pas le hasard qui a réuni Marcel Ligier et Roger Duhart. Quand le premier fut rappelé de la réserve, il fit en sorte que mon père fût dans le même bataillon que lui. C'est qu'ils étaient des amis de longue date, depuis leur adolescence bordelaise en 1916. Cette amitié fraternelle et exemplaire résista au temps et aux événements et nourrit ma jeunesse. C'est à ces deux hommes qui firent leur devoir comme la patrie le leur demandait. Roger, mon père et Marcel, son ami, que ce livre est dédié, ainsi qu'à tous ceux anonymes qui ont servi la France sans ménager leur peine ni économiser leur vie. Deux amis dans la drôle de guerre. La drôle de guerre. Chapitre 1 Dialogue et méditation. Puissent vos fils y lire que dans le malheur qui vous a frappé, vous n'avez pas démérité, vous êtes restés dignes de vous-même et de vos aïeux. Toubib, vous nous devez notre histoire. Je vous la dois? Pourquoi d'abord? Quelle histoire enfin? Notre interminable attente, notre brève bataille, tout cela couronné par la défaite et la captivité? Quel sujet, mon pauvre ami? Y a-t-il là-dedans de quoi meubler un récit, lui donner une vie? Est-il possible de recréer sans malaise l'étonnante monotonie de notre existence? Qu'y a-t-il dans notre douloureux périple qui puisse passionner quelqu'un d'autre que nous? Notre guerre? J'y pense souvent. Comme vous, comme chacun des nôtres. Nous nous replongeons mélancoliques, dans ce passé qui nous berçait d'un fallacieux espoir. Ne croyez-vous pas que nous gagnerions à n'en parler qu'entre nous, ou à nous replier sur nous-mêmes? Laissons courir le temps, ne l'encombrons pas de nos rêveries inutiles, de nos retours sur un triste passé. Ne regardons que l'avenir, où il y a tant à faire. Agissons au lieu de parler. Non, Toubib, vous vous trompez. Un peuple ne s'enrichit pas à rompre délibérément avec sa vie antérieure. Pour peu qu'il cherche, il y découvrira des leçons fécondes, d'utiles sujets de méditation jusque dans ses erreurs. Il n'est jamais utile de revenir sur ses fautes quand on veut s'en guérir, ni de s'arrêter à ses malheurs quand fermement, on est décidé à en rechercher les causes pour les éviter. Notre guerre fut si terne dans son déroulement, si brève dans son éclat? Qu'aurais-je à conter à un lecteur qu'il importe d'empoigner si vous voulez qu'il vous suive? Qu'aurais-je à lui peindre qu'une insipide succession de jours, si pareils les uns les autres, si exactement semblables dans leur monotonie qu'à peine quelques dates ressortent-elles moins pâles, bref rayons d'un soleil tragique dans une brume épaisse et sombre? Certes, ce n'est pas une épopée qu'on vous demande. Rien ne s'y prête. Mais vous avez esquissé cette histoire, et votre récit nous a plu. Maintenant, il faut le reprendre et l'écrire. Ah! Les camarades! De quelle sympathie ne savent-ils pas vous assaillir? Quels souvenirs n'éveillent-ils pas par leur seule présence, abaissant tout obstacle, endormant votre vigilance quand ils veulent obtenir quelque chose? Je cesse un instant de regarder la colonnade du grand théâtre que le soleil caresse et modèle de ses clartés chaudes et de ses ombres douces, le cours de l'intendance où passe et repasse dans la diversité de ses tons, de ses couleurs, de ses conversations, la foule quotidienne que rompt et que draine le passage grinçant des tramways. Je détourne les yeux de ce grand carré désert, ceint de chênes, que seule la lumière brûle et où du haut de son mât, l'étendard à croix gammée me blesse douloureusement. Ligier fixe sur moi ses yeux amicaux et malicieux. Bien tranquille, carré sur la banquette du café où nous bavardons, un peu penché en avant comme un chasseur pour un patient affût, sa bonne figure ronde et souriante par-dessus quelques vagues apéritifs, il me guette derrière son lorgnon. Comment savez-vous que j'ai tracé une esquisse de notre guerre? Parce que je l'ai. Impossible, je l'ai perdue. Ligier éclate de rire. Cela ne prouve qu'une chose, Toubib, que vous êtes désordonné et que vous perdriez votre tête si elle n'était pas bien amarrée sur votre cou. Peu importe comment vos feuilles sont tombées entre mes mains. D'autres l'ont lue. Tous attendent de vous. Que je la refasse, que je la complète, en un mot que je chante notre pauvre Iliade. C'est cela même, Toubib. Entendu. J'ai votre promesse? Maintenant, allons les retrouver. Me voici de retour dans ma maison. Tranquille au fond d'une large cour que l'herbe envahit un peu, elle paraît indifférente au mouvement de la rue villageoise. La lumière d'Onis la baigne, son ciel la nimbe et y accroche le dessin d'un nuage, ses brises et ses vents la caressent ou s'y heurtent et les moineaux, les hirondelles effrontément se logent sous les tuiles et y tiennent leurs éternels concerts. Rien ne troublait sa quiétude, que les cris et les disputes des enfants.
Maintenant, elle frémit à de lourds bruits de bottes, à des chants gutturaux, aux rafales de mitrailleuses qui éclatent dans les guérets proches où la manœuvre déroule son rythme. Jusque dans son intimité, elle porte les marques de l'occupant qui pendant ma captivité s'est installé entre ses murs. La guerre est venue jusqu'à elle. En elle qui me reçoit, qui me retrouve avec semble-t-il plus d'émotion que par le passé, des images surgissent, s'effacent, reviennent et s'imposent, auxquelles pourtant elle ne participe pas, ou plutôt qu'elle ne fait que déclencher. Ce que je trouve en elle d'étranger me relance sur les chemins de guerre, sur ces longs chemins sinueux, tantôt fleuris, tantôt rudes, tantôt tragiques. Et dans cette reviviscence, se lèvent les figures de tous les camarades qui ont parcouru ce même détour et souffert du même drame. Ma plume hésite encore. Tant de fois je l'ai prise, et tant de fois je l'ai abandonnée, vaincue par une sorte de découragement. Comptez cette guerre notre guerre ? Qu'aurais-je à dire ? Quels combats héroïques évoqués ? Quelles rencontres apocalyptiques ? Qu'avons-nous inscrit dans les fastes resplendissants de notre histoire ? Nous sommes-nous jetés en des folies splendides, forçant l'admiration de l'adversaire ? Qu'aurais-je à écrire ? Noircir du papier pour compter ce néant ? Cette défense épisodique après des mois d'inutiles travaux, de morne attente, d'inaction démoralisante ? Et tandis que je discute avec moi-même, je découvre tant d'heures grises incertaines et si pesantes dans leur déroulement monotone, je revois les lambeaux de ces temps douloureux. Dans le calme de mon bureau, au long de mes veilles, ce sont eux qui palpitent autour de moi. Les chers murs qui me gardent s'effacent. À nouveau surgissent les paysages d'hier, les îles, la Marne, la Meuse. Et les peuplants de votre ombre, vous êtes là, vous tous mes camarades si fraternellement aimés, vous tous tels que vous viviez et c'est vous qui me parlez. Vous, mes camarades morts, que j'ai connus si pleins de joie et de courage, si amoureux de la vie et dont les tombes gisent au creux des champs, au long des routes de Marne, au bord de l'Ornain. Et vos visages se serrent autour de moi, comme pour me reprocher ma lassitude, mon découragement ou ma paresse. Notre sacrifice, semblez-vous murmurer, est-il moindre que celui des autres, notre mort moins glorieuse, notre drame moins poignant parce que nous avons été mêlés aux grandioses batailles de la Meuse et des Flandres ? A-t-il moins de prix parce qu'il fut consenti dans une de ces pauvres rencontres qui déjà ne pouvaient plus rien changer au désastre ? Comme s'il y avait une hiérarchie dans la suprême offrande à la patrie, selon le tumulte qui l'accompagne, comme si la mort que nous avons trouvée dans le simple accomplissement de notre devoir, dans la fidèle obéissance aux consignes données, était moins poignante que celle qui nous aurait pris dans le fracas des choses plus fantastiques. Puis-je vous oublier, moi qui ai vécu à vos côtés, qui vous ai vu vous battre comme s'il s'était agi d'une bataille normale, comme si votre don eût pu changer quelque chose au destin qui nous accablait ? Est-ce vous qui vous pressez autour de moi, confiant et simple comme autrefois, pour me dire vos peines et vos souffrances, pour que je compte votre calvaire et votre agonie, pour que vos fils, fiers de vous, sachent mieux ce que vous avez été ? Et vous, encore rassemblés dans des camps sur le sol étranger, vous les prisonniers dont la place reste vide parmi nous, mais vers qui notre pensée monte chaque jour, n'est-ce pas votre plainte lointaine que m'apporte le vent qui balaye nos plaines et court vers l'océan proche ? Votre peine est rude. Elle se prolonge sans que nous en apercevions la fin. La lassitude qui vous étreint, nous la ressentons aussi. La lourde souffrance qui vous accable, comment ne la partagerions-nous pas, nous qui l'avons connue de longs mois, avant que plus heureux nous ayons pu respirer l'air de notre patrie ? Que sont nos peines, nos labeurs devant la contrainte qui vous courbe, l'absence qui vous ronge, l'exil qui vous étreint ? Notre labeur ? De quel cœur ne devrions-nous pas l'accomplir, malgré ces difficultés multiples ? Quand nous la comparons à votre misère, quand nous mettons notre richesse en face de votre dénuement, nos joies les plus simples, les plus chaudes, les plus belles devant la constance de votre solitude. Vous aussi vos noms montent à mes lèvres. Je vous vois comme vous étiez hier. En moi vous agissez, vous rêvez, vous riez. J'entends votre voix, je reconnais vos gestes. Vos traits se sont inscrits en moi. Attendez-vous, vous aussi, pour votre retour, cette histoire, votre histoire, ou retrouver le chemin qu'ensemble nous avons parcouru. Qu'un seul d'entre vous le désire, je la lui dois. Votre calvaire a droit à tous nos égards. Dans quelque conditions que la bataille ait été engagée, malgré la terrible angoisse, l'atmosphère de débâcle qui montait autour de vous, vous êtes demeuré très simplement, sans bravade, sans fanfaronnade, là où vous deviez tenir. Tout simplement, tout uniment, vous avez attendu,
vous avez accompli le geste qu'on vous demandait. Mais il y a des heures et des lieux où les plus simples gestes acquièrent une singulière valeur. D'autres que vous, vos frères de captivité, pourront peut-être y reconnaître, non les visages, ni les images, mais les émotions, les incertitudes, les inquiétudes, les angoisses et l'ambiance même de leur propre combat. Combien d'entre eux, dans cette indicible aventure, ont longuement attendu? Combien ont été déroutés par cette guerre qui n'en était pas une? Occupés longtemps à de stupides travaux et qui se sont vus jeter dans la bagarre sans préparation, sans armes, bousculés, vaincus, prisonniers presque avant d'avoir eu le temps de réaliser le désastre. Bien d'autres livres l'ont déjà dit. Était-ce la peine d'en rajouter un autre? Si je l'ai écrit, si je l'ai conduit jusqu'au bout, des amitiés pressantes m'y ont convié, m'ont soutenu, ont ranimé mon courage défaillant, chassé mes craintes, aplani les obstacles. Voici mes camarades, ce livre qu'ont voulu ceux que les dieux plus favorables ont ramené dans leur foyer, qu'ils m'ont pressé d'écrire, qu'ils ont attendu avec impatience. Voici ce livre de votre guerre, de toute votre guerre, de votre calvaire. Puissent vos fils y lire que dans le malheur qui vous a frappé, vous n'avez pas démérité, vous êtes restés dignes de vous-même et de vos aïeux. Lecteur, qui es-tu? Sais-tu pour qui sont tracées ces pages? C'est toi maintenant que je vois qui va ouvrir ce livre, le feuilleter et le parcourir d'un œil curieux. N'en attends pas quelque romanesque histoire, quelque aventure imaginaire et plus embellie, ni des contes d'amour inventés ou vécus. Il n'y a place ici que pour un récit. Les noms que j'y donne sont ceux de mes camarades. Pourquoi les dissimulerais-je sous des noms de fantaisie? Je n'ai rien à cacher, de leurs actes ni de leurs pensées. Ce que tu trouveras, ce n'est presque qu'un témoignage. Un toubib parle de ses camarades. De Ré ou d'Oléron jusqu'aux confins de la Marne, tu vivras cette guerre, cette attente laborieuse, tissée d'insipides, de grotesques besognes, cette attente sans préparation, sans instruction, sans manœuvre, effroyablement longue, faite de petites peines sans cesse répétées et tout à coup, le combat si bref et si brutal où nous nous sommes trouvés presque abandonnés. Tu vivras près de certains d'entre eux, une curieuse captivité. Si rien ne t'intéresse que des exploits sensationnels, ne va plus en avant. Si ton cœur, abruti par la presse vénale d'avant-guerre, n'est capable de vibrer qu'à des sensations extrêmes et plus ou moins frelatées, si ton esprit ne sait pas chercher à comprendre et à se souvenir, s'il lui faut des mots grandioses, mais vides, des pensées sonores, mais creuses, rejette bien loin ces feuilles importunes. Si meurtri par la souffrance, ayant dans la douleur cuirassé ton âme d'un airain plus dur, si ta sensibilité plus affinée sait s'émouvoir des peines profondes des humbles, si tu cherches à t'élever au-dessus de toi-même, à comprendre toutes les misères pour mieux y compatir, si tu veux acquérir sans cesse et partout des raisons nouvelles de chérir tes frères et de les admirer, parcours ce livre. Plus qu'avec un art souvent défaillant, je l'ai écrit avec mon cœur. Ensemble, nous en tirerons les conclusions qui s'imposent, nous chanterons, plus sûrs de nous, un nouveau chant d'espoir. Chapitre 2, aux portes de la guerre. Qu'y avait-il, qui justifia les pleurs de cette femme? C'est là que les portes de la guerre se sont ouvertes. Le long du quai qui peu à peu s'éveillait à la vie quotidienne, le Pierre Loti achevait son chargement. Déjà la mer avait rempli le port, insinué entre les deux tours massives qui le gardent. Les barques de pêche l'une après l'autre se peuplaient de bruit, de mouvements, hissaient leurs toiles multicolores, prélude du départ. La ville secouait sa torpeur. Dans l'ombre déjà raccourcie, les camions passaient rapides, puants et bruyants, des piétons regagnaient leurs travaux. Les magasins s'ouvraient dans le grincement de leurs rideaux de fer. La cloche de Saint-Sauveur appelait à la prière matinale ses rares fidèles. Qu'y avait-il, qui justifia les pleurs de cette femme? Tout n'offrait-il pas sa paisible, son habituelle, son éclatante monotonie? Le port se drapait d'azur. Au loin une buée légère, prémisse d'une belle journée. Les mouettes glissaient sur l'aile, s'admiraient un instant dans le miroir des bassins, tournoyaient autour des vergues dressées, des mâts plus droits, repartaient, revenaient lançant par instants leurs cris mélancoliques. Nulle inquiétude nulle part, que sur ce petit visage que chiffonnaient les larmes. Les gros titres d'un journal acheté à la hâte s'étalaient suivant leurs dessins ordinaires, rien que des discours aux quatre coins d'une Europe qui s'accoutumait à vivre dans la fièvre. Cela ne devait-il pas la rassurer? Quelle menace sentait-elle peser sur nous, en ce 24 août 1939, quand rien de grave, de définitif ne déchirait cette énervante incertitude? N'avions-nous pas l'habitude de ces mobilisations temporaires partielles,
où tout finissait par rentrer dans l'ordre. Allons, sèche tes larmes. Dans un mois, tu me verras débarquer à cette même place, reprendre avec l'habit civil le cours de notre heureuse quiétude. Elle ne savait que hoqueter. Je ne sais pas, je ne peux pas. Après un long et dernier meuglement qui déchira l'air, se répercutant aux maisons proches, dans le sourd halètement du moteur et des tourbillons écumants d'eau brassée, tout amarre dénoué, le Pierre Loti tourna sa proue vers l'infini. Lentement, un fossé d'eau se creusa, s'élargit. Les barques, tour à tour, dans leur immobilité, défilèrent à nos côtés. Les tours se dressèrent plus sévèrement encore, plus majestueuses. Là-bas, la mince et triste silhouette s'effaçait et son geste opiniâtre d'adieu. Le bateau s'engageait dans le chenal. Devant nous, au-delà de la baie ouverte, la mer s'étalait scintillante et tranquille, incitant à la joie du voyage. À notre droite, la plage s'étendait paresseuse, puis le casino, la masse verte et sombre du Mail à notre gauche, courait la digue grise des Minimes. La tour Richelieu minuscule et noire marquait notre rupture avec la terre, ouvrait la rade soudain élargie. Tout près une drague tendait ses chaînes grinçantes, soulevait dans un grand bruit de ferraille ses bennes de boue qu'elle déversait dans un chaland étroitement jumelé. Des barques déployaient leurs toiles multicolores, des chalutiers partaient suivis d'une longue fumée noire. Était-ce un départ pour la guerre ? J'ouvris mon journal. C'était un quotidien d'informations acheté à la hâte, dans le seul but d'avoir des nouvelles de la nuit, de savoir si ce qui se tramait s'était aggravé, si des paroles on allait passer aux actes, si l'irréparable allait s'accomplir. Je n'y trouvais que l'ordinaire aspect de ces sortes de feuilles. Des titres flamboyants annonçaient d'une part les discours des ministres, d'autre part le crime sensationnel du jour. J'y pus voir la tête bien connue de l'orateur, les lieux de l'horrible forfait, et la photo la plus alléchante de quelques stars en déplacement offrant au public un sourire stéréotypé et des jambes faussement prometteuses. Fallait-il m'inquiéter de la rupture des pourparlers de Moscou, où nous paraissions jouer un jeu de dupes ? Quelle aide sérieuse pouvions-nous attendre des barbares de l'Est, de ces ennemis de tout ce qui est sacré ? Un autre Brest-Litovsk sans doute ? Qu'avais-je craint un instant ? Si les événements avaient pris un cours tragique, nous eût-on offert ces mêmes stupides nouvelles, ces mêmes photos ineptes ? Pouvais-je concevoir qu'à la veille d'une catastrophe qui devait secouer le monde, ce qui restait de sens français chez les directeurs de journaux, n'eût pas balayé tout ce qu'ils empruntaient aux modes abétissantes d'outre-océan. Autour de moi, tout s'imprégnait du calme extraordinaire qui s'élève des mers limpides. Sur le pont de notre bateau, parmi les voitures, les marchandises, les bestiaux, des groupes s'étaient formés. Accoudés à leurs autos solidement amarrés, des voyageurs de commerce se discutaient affaires. Au pied du mât qui doucement, très doucement, s'inclinait de part et d'autre, ou près du bastingage, des insulaires se racontaient leur voyage ou leurs courses, chargés de colis qu'ils ramenaient du continent. Les marins passaient et repassaient, veillaient aux machines, rangeaient des cordages, se rendaient de l'un à l'autre pour toucher le prix du voyage. Rien que de très ordinaire somme toute, sans aucun des signes précurseurs de l'orage qui nous menaçait. Personne ne semblait s'inquiéter de bouleversements possibles. Chacun bavardait d'histoires de métier, de famille ou de village. Il n'y avait auprès de moi qu'un homme sur la passerelle, quelques marins sans doute, car il s'entretint avec le pilote du Pierre Loti et lui révéla que mobilisé il s'arrêtait à l'île d'Aix. Mon uniforme de terrien ne lui suggéra pas cette sympathie dont il semblait qu'elle dût jaillir spontanément entre ceux qui partaient peut-être pour la même aventure. Un départ pour la guerre, ce voyage ? Cette traversée splendide, cette partie de plaisir ? Un départ pour la guerre, cette pointe poussée vers l'ouest, à contresens de toute direction logique ? Allons donc. Ne fallait-il pas toute la promptitude d'imagination d'une femme, son dédain pour tout raisonnement, ses facultés d'inexplicables angoisses pour y croire ? Déjà, la baie s'est évanouie. Droit devant nous, la croupe jumelle d'Aix grandit d'un bleu-gris plus intense où peu à peu les détails s'affirment. Un peu à droite le fort Boyard se carre, derrière lequel presque imperceptible encore s'étire la ligne mince des rivages où nous allons. Presque tout autour, la côte scintille, mince cercle d'or, falaises et plages confondues dont les détails se noient lentement où la blancheur des maisons, le vert des prés et des arbres se font en même demi-teinte. Un instant l'île de Ré nous est apparue, basse avec les hautes pointes de ses clochers puis s'est noyée dans la brume imprécise. Froissant le bleu foncé des flots qui se soulèvent par larges nappes, nous laissons une longue traînée d'argent pleine d'agitation et de frissons. Dans un ciel très pur,
où ne s'inscrit que l'hermine immaculée de rares nuages lointains, les mouettes, les albatros décrivent de larges cercles, nous saisissent par leur vol souple, leurs cris rauques et leurs plongées rapides qui jettent sur la soie marine une tache blanche éphémère. Le soleil s'est élevé. Il domine toute cette féerie, lance jusqu'à nous un fleuve éclatant de lumière dansante comme si 1000 soleils naissaient de la mer, instables, brillants pour y disparaître et en ressurgir dans des remous d'incandescence. Une courte halte à l'île d'Aix vint me secouer de mon rêve. Après un ultime ébrouement d'eau, notre bateau s'était immobilisé, la proue à côté à la jetée nue. Rien ne paraissait qui traduisît le charme de cette île minuscule. Le chemin qui part de la jetée s'enfonce dans une dune où ne pousse qu'une herbe rare. Quelques femmes se hissèrent sur la pierre, aidées de marins qui, les poussant aux fesses, les empoignant à bras le corps, ne ménageaient ni leur lazzi ni leur peine. Les hommes plus agiles ou plus vaniteux dédaignaient ses bras accueillants, ses mains offertes. Puis se fit le lent transbordement des bagages, des colis, des tonnelets d'essence. Enfin, la sirène déchira les bruits familiers. Le pont vibra sous l'effort et après une large courbe, le bateau repartit vers le large. Mais déjà ce n'est plus la mer, à peine une passe. Le fort Boyard glissa près de nous, cette imposante, inutile, pauvre forteresse déchue, environnée de nuées d'oiseaux qui trouvent en ses murs l'idéal abri et voici maintenant proche, l'île d'Oléron, basse et émouvante, forêt qui jaillit du sein même des eaux, mirage qui se précise, qui réalise ses promesses. Voici la digue pointée vers nous, et qui limite l'étroit chenal où nous allons entrer. Voici la plage doucement inclinée. Des enfants y courent en criant, escortent le bateau qu'ils attendaient. Sur les vieux chemins de halage, les promeneurs s'arrêtent et regardent. Après un dernier hurlement, notre bateau stoppa, vira lentement, précautionneusement sur la mare lancée à terre, puis vint s'immobiliser le long du quai. À peine avais-je eu le temps de jeter un coup d'œil autour de moi, que 2 jeunes mains surgies de la foule curieuse saisirent mon léger bagage. Un lieutenant sortit de son bureau et vers moi. « Vous êtes bien le docteur ?» J'avouai. « Lieutenant Dubé. Le commandant vous attend. Je viens de lui téléphoner mon arrivée. Je crois un peu au présage. Ma sensibilité excessive interprète jusqu'aux moindres indices qui nous sont jetés par le hasard ou quelque divinité propice. » L'accueil de Dubé m'inspira d'emblée une vive sympathie. Elle me parut un signe favorable. Tout rond, une bonne figure rieuse où se lisait le reflet d'une vie tranquille et heureuse, il me recevait comme un ami retrouvé. Entre nous, des souvenirs montaient, des souvenirs de l'autre guerre où le lieutenant Dubé avait connu dans ce même port de Boyarville un autre médecin, lui aussi mobilisé et qui n'était autre que mon père. Celui-ci avait presque fini la guerre ici. Il me semblait que je remettais mes pas dans ses pas, que je ne faisais que poursuivre une œuvre interrompue. Ah! Les souvenirs d'enfance, on en rit, on s'en moque en homme dur et tout à coup un dessin reconnu entre mille, une ombre, une voix, un cri, vous fait frissonner, revenir 20 ans en arrière, remué par une impérieuse émotion. Je n'avais pas le temps de rêver. Plus tard peut-être, maintenant le commandant m'attendait. Où se trouve au juste le centre mobilisateur ? Prenez cette rue. Tournez à droite, allez jusqu'à la forêt. Là, vous verrez des pancartes qui vous indiqueront votre route. Dans le village, une atmosphère un peu hostile me surprend des villes trop neuves qui me heurtaient. Au milieu des passants, je me sentais étranger, pire encore, annonciateur d'une catastrophe. Tous ces baigneurs demi-nus, ces femmes en short regardaient d'un air sombre cet uniforme qui s'avançait. Éveillais-je en eux des craintes qu'ils eussent voulu fuir, des appréhensions inopportunes dont ils sentaient qu'elles s'imposaient de plus en plus, et qui leur gâtaient leur insouciance et leur plaisir ? À la lisière de la forêt, un officier hésitait. Mince et petit, le visage creusé de rides, la moustache courte et grise, mais où de grands yeux clairs jetaient une note de cordialité charmante, et sanglé dans un uniforme bleu horizon de l'autre guerre, il vint vers moi, la main tendue. « Capitaine Tutard. Vous êtes le docteur sans doute ? » « Je le suis en effet, mon capitaine. Vous connaissez le chemin du fort ? » J'allais précisément vous poser la même question. On m'a annoncé des pancartes, des flèches, des indications nettes et je ne vois pas grand-chose. Il y avait surtout ces maisons multicolores et cubiques qui me déroutaient, brisaient l'image que j'avais gardée en moi, d'une forêt plus lointaine où s'amorçait un sentier solitaire. Je voyais une route, des cours de tennis,
tout ce que le soi-disant progrès a pu apporter pour distraire des hommes qui ne savent plus goûter les plaisirs simples. Pourtant c'étaient bien les mêmes pains avec leur mystère, leur ombre, leur plainte infinie aggravant le silence. Dès le seuil, les bruits extérieurs s'éloignaient, se voilaient, devenaient plus insaisissables, plus irréels. Et tout à coup, comme si elle répondait à notre commune interrogation, la forêt frémit, s'emplit de sons impétueux et inattendus, s'ouvrit et accoucha d'une auto chargée d'officiers qui s'arrête près de nous. « Mon capitaine, vous cherchez le fort ? À gauche encore et vous verrez le palais à votre droite. Le commandant. Il vous attend. Mais vous, où allez-vous ? Déjeuner, mon capitaine. Il est largement l'heure. Si nous allions déjeuner, docteur, nous irions au fort cet après-midi. Sans doute était-il comme moi, un peu affamé par un beau voyage. D'autre part, partageait-il ma crainte des officiers supérieurs ? J'ai toujours un peu redouté de me trouver en face d'eux. Ils m'impressionnent. Je serais bien incapable d'expliquer pourquoi. L'autorité qu'ils ont sur moi ? La crainte de leur déplaire ? Le nombre de leurs galons ? D'ailleurs cela se passe assez vite, comme l'anxiété du plongeur qui redoute le choc de l'eau froide et qui tout aussitôt qu'il s'y est jeté s'ébat à son aise. Allons nous présenter, mon capitaine. Nous irons déjeuner ensemble. Et nous nous sommes élancés, dans la forêt. C'est bien celle de toujours et d'autrefois. Au fur et à mesure que j'avançais, j'en retrouvais les contours, les inflexions, les ombres et les clartés. Quand nous arrivâmes au chemin bordé de peupliers, je l'avais reconnue comme une amie dont j'étais resté longtemps séparé, mais dont les traits gravés en moi, obscurcis par le temps, venaient de jaillir avec leur ancienne précision. Sous l'arc sombre des chênes verts et des pins s'ouvre une large trouée de lumière. Voici le fort si bas, si écrasé par le ciel, si cerné par le sable, qu'il ne paraît qu'à peine. Avec quelle émotion pourtant ne le reverrai-je pas quand la guerre, toute la guerre finie, je pourrais de nouveau me promener dans sa cour devenue silencieuse, errer de voûte en voûte, entrer dans nos bureaux et nos dortoirs. C'est là que le drame nous a pris, insensiblement, pour nous rejeter si durement marqués. C'est là que sur nous, les portes de la guerre se sont ouvertes. Au sortir de la voûte étroite et sombre où j'avais installé mon infirmerie, la cour semi-circulaire du fort étincelait de lumière et bruissait de vie intense. J'avais vu défiler toutes sortes d'hommes depuis quelques jours, des jeunes et des presque vieux, de bien bâtis et de tordus, des malades évidents et des gars aux belles couleurs, des géniards et des souriants. On m'avait demandé de faire vite. D'ailleurs mes moyens étaient limités et mes instruments rares. Des abaisse-langues, une seule serviette et de quoi examiner une tonne d'urine. Assis sur un banc, derrière une table de fortune, n'ayant pour tout registre que de vagues cahiers d'écoliers quand ce n'était pas de feuilles volantes, j'accueillais chaque arrivant par cette question brève et universelle. Rien à déclarer ? Un peu comme à la douane. La plupart simplement me répondaient. Non, docteur. Il y en avait qui éprouvaient le besoin de fignoler, d'ironiser, de se faire valoir. Avec cette mine, docteur, je ne peux tout de même pas tirer au C. Hélas non, docteur, tout va très bien. Une petite soulographie, docteur, mais ça passera. Content d'un mot, d'une réplique cocasse ou bouffonne, il s'en allait se fondre dans le soleil, laissant dans mon antre ceux qui ergotaient, arguaient des lésions anciennes à grand renfort de certificats. Dans ce résidu, j'avais trouvé de tout, de perpétuels plaignants plus inquiets qu'invalides, des infirmes, des malades, jusqu'à un fou récemment relâché de l'asile. Et maintenant qu'avec l'aide loquace de mon infirmier, Breuillard, un bon gros garçon de Lille, dont les yeux scintillaient d'une placide roublardise et dont le bavardage incessant laissait percer le désir de petites faveurs personnelles, je venais de liquider le dernier arrivage, je sortis dans la fournaise. Écrasant de chaleur en cette fin d'août, le soleil tombait dru. Seul, près d'un hangar dont la rectitude des lignes trahissait la nouveauté, deux marronniers dispensaient une ombre avare où grouillaient des masses humaines. Autour d'un terre-plein en demi-lune alternaient des casemates basses recouvertes d'une épaisse couche de sable vêtue d'une herbe peu serrée, et des plateformes semi-circulaires qui semblaient attendre le retour d'hypothétiques canons. Les bureaux près de la porte d'entrée étaient surbaissés et protégés. En face d'eux, une autre cour profondément encaissée où l'on accédait par une pente rapide, menait à d'autres casemates profondément enterrées où s'étaient installés des magasins d'habillement et d'armes. Hier vide, le fort annexe numéro 2, comme on l'appelait dédaigneusement, bouillonnait d'activité.
De tous côtés, les uns ou les autres se reconnaissaient, s'interpellaient, s'invitaient. Eh, Mexando, veux-tu boire un coup? T'es Vela la barite, qu'est-ce que tu deviens film site? En partie de plaisir, vise cette culotte. As-tu un calot? Paraît qu'il n'y en a plus. Tu ne te trouves donc pas jolie avec ta belle casquette? Cela évoquait un peu la cour des miracles. Pour celui-ci, il n'existait pas de culotte à sa taille, il se promenait impassible avec son bleu de travail recouvert d'une veste kaki. Pour d'autres, il n'y avait plus de vareuse. Du classique calot on ne voyait que de rares échantillons. Beaucoup gardaient le béret basque, coiffure aussi militaire que civile. De ci de là, on apercevait quelques casquettes aux tons et aux formes les plus imprévues, depuis les gris classiques jusqu'au vert tendre et au bleu criard. Dieu merci. Les Oléronais ne portent pas de chapeau de paille, nous en aurions pu contempler. Ce spectacle eût été drôle s'il ne planait pas malgré tout l'ombre de la guerre. Pour une période, nous nous en serions fort divertis malgré notre apparente sévérité. Les hommes ne s'en étonnaient pas et s'angossaient. Tandis que je traversais leur groupe épars, ils m'interpellaient sans façon, me montraient les déficiences de leur habillement et le plaisantaient. Qu'ils soient civils ou mobilisés, le médecin reste en effet le confident, celui que soigne, qui pense les blessures du corps, mais connaît les plaies plus redoutables des cœurs, les failles, les fissures du caractère, les menus péchés et les tares. Il est toujours l'homme à qui l'on ne cache rien, devant qui l'on n'hésite pas à se montrer dans sa nudité physique et morale. Et c'est cette proximité des combattants qui fait la grandeur du rôle de médecin du bataillon. Le lieutenant Douvigné passait furtif et pressé, les épaules rentrées, la figure fermée, les yeux mobiles et timides. Alors Douvigné, ça avance cet équipement? Ne m'en parlez pas, docteur. Le capitaine Tutard s'arrache ses derniers cheveux. Il manque la moitié de ce qu'il faudrait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.